Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale secteur de l'assurance sur le continent africain. Nous verrons d'ailleurs en deuxième partie que c'est un segment qui peine à s'imposer sur le continent. Au sommaire également de cette émission, signature d'un accord entre les représentants des parlements rivaux en Libye, une lueur d'espoir pour un pays plongé dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Et puis le dialogue national en République démocratique du Congo convoqué par le président Joseph Kabila fait couler beaucoup d'encre. Une grande partie de l'opposition refuse toujours d'y participer. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes Jean-Marie Vitomont. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tout le monde. Samuel Gambok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et Gracien Rokindikiza. Gracien, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La Libye en passe de retrouver la paix ce dimanche 6 décembre. Les deux parlements rivaux représentés par leurs représentants respectifs ont signé à Tunis, la capitale tunisienne, un accord initial pour mettre fin à la crise politique, sécuritaire et économique qui prévaut dans le pays depuis trop longtemps maintenant. Un nouvel espoir pour les populations. Ibrahima Dioumaba. En Libye, un accord de paix initial a été signé entre les deux parlements rivaux. Dimanche 6 décembre 2015, Tunis, la capitale tunisienne, a accueilli des pourparlers de paix entre la Chambre des représentants, reconnue par la communauté internationale, et le Congrès national général islamiste. Selon les termes de l'accord, un comité sera formé pour décider de la mise sur pied d'un gouvernement dans 2 semaines. Il n'y a pas de solution de signer un papier à Tunis, même entre les deux parties qui sont rivales. Les dimensions de la crise libyenne, c'est un autre. Il y a les milices. C'est le premier obstacle de la paix et la stabilité de la Libye. Il y a en Libye actuellement 750 milices qui gouvernent la Libye. Donc personne, même le Parlement, ni de Tobruk, ni de Tripoli, il ne gouverne rien du tout sur le terrain. L'accord politique entre les deux parlements rivaux stipule l'organisation d'élections au bout de 2 ans et la réédition d'une nouvelle constitution. Les pourparlers de Tunis ont été organisés sans la médiation des Nations Unies. Les observateurs invitent l'ONU à envoyer une force multinationale pour aider à enrayer la violence installée par les milices et les terroristes. La Libye a vraiment besoin de la communauté internationale qui peut freiner et contenir ces milices militairement. Donc même si on a formé un gouvernement, malheureusement, ce gouvernement sera à la merci, à la dictate de ces milices qui se trouvent à Tripoli ou à Benghazi ou d'autres villes. On a besoin d'une force internationale pour soutenir tout gouvernement futur de la Libye. La Libye est en proie à une guerre civile depuis l'invasion de l'OTAN en 2011, qui avait abouti à l'assassinat du président Mouammar Kadhafi. Le pays est resté sans gouvernement depuis plusieurs mois. Des milices armées et des terroristes occupent certaines régions du pays, ce qui pose un problème sérieux de sécurité pour les citoyens et leurs biens. Samuel, une lueur d'espoir pour un pays plongé en plein chaos depuis quelques années maintenant, mais je suis sûr que vous émettez quelques réserves. Voilà, vous faites très bien de le relever. Je ne pense pas du tout, je suis très loin d'être optimiste quant à une paix à court terme en Libye. Je suis parfaitement d'accord avec l'analyste politique qui donne son point de vue sur cette question et qui relève la capacité de nuisance que détiennent les différentes milices. Il faut relever tout simplement que l'accord de paix, pour qu'il soit effectif, mérite d'être signé par des gens qui sont capables de détruire et de renforcer l'instabilité dans un pays. Les parlements ont certes un rôle important à jouer dans le processus de pacification de la Libye au niveau politique, mais simplement un accord entre les différents parlements n'a aucun ancrage au niveau de la population, n'a aucun ancrage au niveau des acteurs armés. Ce qui fait donc que face à la multiplication des milices sur le terrain, il faudrait peut-être que l'accord parte de ces différentes milices. Mais quand on sait qu'à l'intérieur même de ces groupes autour desquels sont organisés des groupes armés, on voit très bien que les objectifs politiques ne sont pas les mêmes. Les objectifs opérationnels ne sont pas les mêmes entre les différents groupes et ceci rend difficile toute médiation internationale. Il faudrait peut-être accroître
je suis d'accord avec les solutions qui sont proposées, d'accroître la présence de la communauté internationale au niveau opérationnel. C'est-à-dire que mettre en place une force internationale militaire capable de permettre à l'armée libyenne de retrouver la pleine capacité opérationnelle pour assurer le contrôle territorial, mais aussi faciliter les négociations politiques. Sans cette présence, il sera difficile d'atteindre un accord de paix capable de régler définitivement la question libyenne. Oui, Gracia, on a du mal à se réjouir de ce nouvel accord parce qu'on sait pertinemment que les parlements rivaux n'ont aucun contrôle sur les milices armées qui se disputent le territoire libyen. Oui, on voit bien qu'ils n'ont pas de contrôle, mais en réalité, ou en principe, on devait se dire que les deux parlements devaient contrôler au moins l'un contrôlant 50%, l'autre 50%, ou disons 40 ou 60, peu importe, mais au moins les forces qui existent. Parce que pour s'imposer d'abord en tant que parlement, notamment ceux qui sont à Tripoli, ils avaient une certaine force, une force qui s'imposait par rapport aux autres. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'ils ne contrôlent pas la situation parce que plus on est au pouvoir, alors qu'il y a beaucoup de milices, ces milices continuent à prospérer et finalement dépassent le contrôle de ce pouvoir. Mais je pense qu'il y a aussi, on peut dire qu'il y a une lueur d'espoir. Il y a deux options pour ces deux parlements qui s'unissent. Les deux options, soit ils optent pour l'option de dialogue avec les différentes milices, essayer de convaincre pour au moins gagner une milice, 2 milices, 3 milices pour qu'ils aient au moins le maximum. Si cette fois ne marche pas, il faut aller à l'option militaire, laquelle option militaire ne peut se faire qu'avec l'aide de la communauté internationale, c'est-à-dire qu'ils devaient conquérir terrain par terrain, mais tout en étant unis. C'est de cette façon-là qu'ils pourraient unir toute la Libye. Ça s'est passé dans plusieurs pays où il y avait beaucoup de milices qui finissent par, être conquises par les forces gouvernementales. Sinon, on va se retrouver à la case de départ. Jean-Marie, vous partagez l'analyse de Samuel et de Gratien selon laquelle l'option militaire est envisagée en Libye? Je partage leur point de vue, mais le problème qui se pose là-dessus, c'est que il y a dans le reportage, on nous a quand même parlé, Amira, des 760 milices. Les 760 milices qu'on envoie, même une force internationale. Si ces forces internationales se contentent de ce qui se passe dans la plupart des États africains, le Soudan, ça fait pratiquement 20 ans qu'on vit là-dessus, jusqu'à ce qu'on arrive à la sécession. On en parle toujours de la République centrafricaine ici. Donc à partir de là, moi j'ai peur que ces foyers de tension-là ne perdurent pendant des années et des années, tout simplement. Pourquoi? Parce que la Libye n'a pas les moyens, si vous voulez, les moyens militaires de pouvoir venir à bout, même si on envoie une force internationale. Mais à une seule condition, c'est qu'on donne à la force internationale la logistique nécessaire pour éradiquer les groupuscules que vous pouvez avoir qui se forment, parce que quand vous êtes dans un État comme la Libye, chacun est chef de guerre sur, je sais pas moi, sur 20 km² et tout ce qui s'ensuit, mais pour vous en débarrasser, comme on l'a toujours dit sur ce plateau, vous avez des trafics qui se nourrissent, si vous voulez, de ça. Donc à partir de là, je reste un peu pessimiste là-dessus par rapport à la venue de la force internationale. Encore faudrait-il que la force internationale ait tous les moyens, c'est-à-dire des moyens stratégiques, des moyens tactiques et des moyens opérationnels sur le terrain. Samuel, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, peut-être évoquer un élément dont on n'a pas parlé ce soir, c'est l'incursion de Daesh en Libye. Absolument. Et là aussi, on voit la concurrence qui existe entre l'État islamique et AQMI. Donc, ces groupes armés qui existent sur le terrain viennent accroître la complexification du conflit libyen à partir du moment où la question n'est plus simplement politique. Il y a des enjeux liés au terrorisme. Il y a cette concurrence médiatique entre les groupes armés terroristes qui ont fait allégeance à l'État islamique et d'autres qui ont fait allégeance à AQMI. Donc, il y a concurrence entre ces différents grands groupes qui rend tout accord vraiment aléatoire. Et en République démocratique du Congo, le mouvement pour le renouveau parti d'opposition demande au président Joseph Kabila de se prononcer clairement sur la question de la fin ou non de son mandat présidentiel pour favoriser la participation de tous au dialogue national qu'il a décidé de convoquer. Rappelons-le, c'est un sujet de Graziella Chakunte. Coup d'État constitutionnel, machination politique, mascarade. En République démocratique du Congo, le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila continue de faire couler beaucoup d'encre. Dans une déclaration ce samedi 5 décembre à Kinshasa,
Clément Kankou, président du mouvement pour le renouveau, demande au président congolais de se prononcer clairement sur la question de la fin de son mandat présidentiel pour inciter l'opposition politique à prendre part aux concertations. Le mouvement pour le renouveau est acquis à tout le monde de sortir de crise à travers le dialogue. Mais nous disons, donner toutes les chances à un dialogue constructif, c'est tenir compte des conditions que nous sommes en train de poser et que nous avons toujours posées, c'est-à-dire que le dialogue soit inclusif. Pour qu'il soit inclusif, le chef de l'État doit donner le gage de confiance à ceux qui redoutent de ce dialogue aujourd'hui. Mais selon certains observateurs, là n'est pas la question. La priorité doit être donnée à la préparation des prochaines échéances électorales, comme le prévoit la Constitution. La seule vraie question est celle de savoir, on organise les élections l'année prochaine dans le cadre du respect de la Constitution. Et si on respectait la Constitution, Kabila n'a aucun droit de se représenter. C'est-à-dire qu'on est en train de tourner autour du pot en RD Congo. Il fallait préparer les moyens d'organiser cette élection-là. La RD Congo a refusé de se donner les moyens, sans doute parce que certains membres de la majorité présidentielle ont intérêt justement à ce que on continue dans le flou comme ça et qu'il y ait ce glissement pour prolonger Kabila. Mais les mouvements d'opposition n'entendent pas se laisser faire. Multipliant les conventions, ils peaufinent des contre-stratégies. Côté gouvernement, on dénonce un procès d'intention et se donne rendez-vous au dialogue annoncé à Kinshasa. Officiellement, il sera question du fichier électoral, du calendrier électoral et du financement des élections. Jean-Marie, comprenez-vous que le mouvement pour le renouveau conditionne sa participation au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila ? Moi, je le comprends tout à fait, Amira, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez des acteurs qui ont déjà des exemples ailleurs. Donc moi, je ne comprends pas. Le président Kabila, il ne se prononce pas sur sa candidature ou sa non-candidature. C'est relativement simple. Soit il se dit, bon, je veux me représenter, mais sachant qu'au bout, il ne peut pas le faire constitutionnellement. La Constitution, si vous voulez, lui pose une barrière là-dessus. Autant, c'est-à-dire, soit il se révèle, il se dit, bon, je veux me représenter. Donc, dès l'instant qu'il dira, je veux me représenter, ça voudrait dire quoi ? Derrière remaniement de la Constitution. Donc, à partir de là, je comprends tout à fait la position des partis d'opposition qui se méfient dans la mesure où si le président Kabila voulait vraiment partir du pouvoir, il ne s'est jamais prononcé ni pour ni contre. Bon. Il rejette toujours, si vous voulez, la responsabilité sur son entourage en se disant qu'il n'a jamais rien dit. Mais quelque part, on prépare, si vous voulez, une révision de la Constitution. Il y a des ministres qui viennent à l'extérieur, qui portent un message, qui est un message qui est inaudible de mon point de vue parce qu'il n'est pas clair. Donc à partir de là, il est tout à fait normal qu'on lève cette hypothèque-là. On ne va pas aller aux élections législatives sans savoir qu'adviendrait-il par la suite pour, comment dirais-je, la fonction la plus élevée du pays. C'est la moindre des choses de donner des garanties aux partis d'opposition pour que les partis de l'opposition puissent se dire, bon, voilà, la route est clairement, les choses sont clairement balisées, voilà, là où nous allons, la voie est celle-ci. Donc jusque-là, le président ne l'a pas fait. Donc j'estime que c'est un mauvais coup qui est fait à la RD Congo. Comme Alfred venait de le dire, soit on part sur les élections, c'est-à-dire sur la Constitution telle qu'elle est là, et on se dit, bon, on fonctionne dans le cadre de cette Constitution-là. Mais il ne faut pas qu'au dernier moment, que le président actuel nous sorte un petit lapin du chapeau et nous dire que, bon, écoutez, bon, moi je me présente parce que. Donc je comprends tout à fait l'opposition. Gratien, selon vous, ce dialogue national qui a été convoqué par le président Joseph Kabila, j'ai envie de dire, c'est pour noyer le poisson ? Oui, le dialogue national, on sait bien quand le président convoque un dialogue national sans qu'il y ait un médiateur étranger, que les gens, les citoyens de ce pays, surtout les partis de le pouvoir et les partis d'opposition, surtout quand il y a une question principale, comme la Constitution, comme la représentation, est-ce que Kabila va se représenter ou pas? Donc, on sait bien que c'est une façon de les ramener vers une modification de la Constitution. Il y a un cas semblable, ça se trouve au-delà de la rivière, du fleuve Congo. Donc ça s'est passé au Congo. Les gens de RD Congo se disent que finalement Kabila, il veut gagner du temps pour pouvoir modifier la Constitution ou pour pouvoir rester au pouvoir pendant un bon moment. Il y a une chose vraiment que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les présidents africains essaient de détruire la démocratie que le peuple a gagnée? On voit bien ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quand il y a un ancien président ou quelqu'un qui est au pouvoir ne se présente pas aux élections, il y a de très
très bonnes élections, il y a une très bonne démocratie, mais il suffit que celui qui est au pouvoir essaie de forcer, on arrive finalement à la violence et c'est la démocratie et même le développement, la fameuse croissance en Afrique qui recule. Samuel Sounouvou, il faut absolument que le président Joseph Kabila se prononce sur sa candidature ou non? Moi, j'appellerais plutôt la responsabilité de l'opposition. Il faut jouer la carte du jeu politique. C'est-à-dire que face au silence du président, il considère qu'il ne va pas se présenter, il reste des légalistes, il pense que la Constitution sera respectée, même s'il y a une préparation de la révision de la Constitution, il reste purement et simplement légaliste et que leur bataille soit essentiellement inscrite sur... Selon vous, ils doivent participer au dialogue national? Si, participer au dialogue national, tout dépend de ce qu'on mettra là-dedans. Si ils peuvent y aller, ce sont des acteurs politiques de la nation. Et encore une fois, il faut qu'ils soient des légalistes. Si ils sont invités à participer au dialogue politique national et que la feuille de route de ce dialogue est clairement définie, si les points relevés à l'ordre du jour intéressent les différents acteurs, qu'ils aillent et présenter leur point de vue, apprécier la situation politique nationale et indiquer les recommandations à partir de leur prisme. Si cela n'est pas fait, ils seront peut-être mis hors jeu. Mais en tout état de cause, il faut qu'ils restent légalistes et qu'ils s'appuient sur le droit. Que leur bataille reste inscrite sur les principes du droit et les principes du respect de la Constitution. À partir de ce moment-là, ils auront suffisamment d'arguments, le moment venu, de rester cohérents dans leur démarche. Voilà. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.